Parmi les objectifs de cette visite, c'est l'obtention d'un prêt facile d'1 milliard de dollars. Il s'agit d'un taux des échanges commerciaux entre les deux pays qui se chiffre à 2,8 milliards de dollars et les entreprises sud-coréennes cherchent à accroître leurs investissements en Égypte, notamment dans le domaine de l'énergie nucléaire et la centrale d'El Dab'a. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame, merci beaucoup. Alors, bonjour, tout d'abord, merci de vous joindre à nous sur LTV International. Excellence, quand on parle des relations qui lient l'État égyptien à l'État de Corée du Sud, on parle d'un pays qui a commencé à partir, je veux dire, de 1948, un pays dont l'histoire a été imprégnée quand même de beaucoup de problématiques, la ségrégation notamment entre les deux Corées, Corée du Nord, Corée du Sud. Alors, si vous étiez demandé de nous parler de l'importance de cet État asiatique de l'Asie de l'Est sur le plan géopolitique et aussi les relations cordiales qui animent les deux pays, d'où aujourd'hui donc la réception de M. Moon Jae-in en République arabe d'Égypte. Certainement, les relations entre la Corée du Nord, du Sud et l'Égypte ont deux volets principaux. Le premier volet, c'est le volet économique, commerciale, coopération dans le domaine des transports et, comme vous venez de le préciser, dans le domaine du nucléaire. Le deuxième volet, c'est un volet politique et le volet politique comporte certainement la situation au Moyen-Orient et le rôle de la diplomatie égyptienne à trouver des solutions pour les crises et les questions brûlantes dans la région, soit le Moyen-Orient ou l'Afrique du Nord. Et puis, il y a la situation entre les deux Corées, la Corée du Nord et la Corée du Sud, étant donné que Monsieur le Président de la Corée du Sud était le champion et il est toujours le champion de la coexistence pacifique entre les deux Corées. Et d'un autre côté, un autre volet dans ce domaine, c'est la situation dans le Pacifique et comment la Corée du Nord voit les prochaines étapes pour la pacification de la péninsule coréenne et la situation en général dans la mer de Chine méridionale. D'un autre côté, l'Égypte a un grand intérêt à accroître les investissements sud-coréens dans la zone du canal de Suez et que la Corée du Sud joue un rôle important dans la réalisation du plan de la vision Égypte de développement durable, la vision de 2030. Alors moi je pense que la visite de Monsieur le Président de Corée du Sud sera une bonne occasion pour que les deux présidents, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le président sud-coréen, d'échanger de points de vue sur toutes ces questions-là. Monsieur l'ambassadeur, c'est la visite, la première pour un dirigeant sud-coréen pour l'Égypte depuis 16 ans, la deuxième et la première en Afrique. Comment peut-on, si on peut le dire, capitaliser sur cette visite en matière d'échange au niveau sécuritaire, compte tenu des problématiques qui se trouvent au Proche-Orient et compte tenu de l'avancée sud-coréenne en matière de nucléaire, tout ce qui est nucléaire et autres? Certainement, on distingue la coopération entre la Corée du Sud et l'Égypte dans le domaine du nucléaire, car ça une coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. Et puis, il y a le problème, la question de la sécurité en Afrique et au Moyen-Orient,
Alors, comme j'ai précisé au début de mon intervention, je pense que la visite, le sommet Égypte au sud-coréen sera l'occasion d'échanger des points de vue, comment les deux pays pourraient coopérer dans le domaine de la sécurité dans la région. Et la région ici, j'entends parler du Moyen-Orient. Comme vous venez de le dire, l'importance de la visite émane du fait que c'est la première pour un président sud-coréen, pour l'Égypte et pour la région depuis longtemps. Certainement, il y a beaucoup de choses qui ont changé au Moyen-Orient, mais il y a aussi des opportunités, des très bonnes opportunités pour que le business sud-coréen pourrait contribuer au développement durable en Égypte et au Proche-Orient une fois la crise libyenne serait réglée et ainsi que la situation se stabilise dans la Syrie. Certainement, si on prend en considération toutes les tentatives et les efforts déployés pour arriver à des solutions à ces questions-là, je pense une fois réglé, je crois que le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pourraient devenir certainement une grande opportunité, pas seulement pour la Corée du Sud, mais pour toutes les multinationales qui soient chinoises ou occidentales, qui pourraient contribuer à la stabilisation et la reconstruction en Syrie et en Libye. Excellence, quand on parle d'économie aujourd'hui sur le plan international, quand deux économies s'épousent, dans le sens c'est figuré, c'est aussi deux romans d'histoire, deux grandes cultures qui s'épousent, qui se connaissent. Monsieur Moon Jae-in, qui est président de Corée du Sud, est un monsieur donc, sur lequel nous voulons que vous nous parlez un petit peu. On sait qu'il est de formation avocat, il a travaillé sur les questions de droits de l'homme, il a été l'homme fort de la réconciliation avec à son effectif une rencontre historique pour la coexistence pacifique sur laquelle vous êtes retourné tout à l'heure, de culture bouddhiste, confucianiste. C'est un modèle qui s'est imposé ni japonais, ni chinois. Parlez-nous un petit peu de la spécificité de cette Corée du Sud. Certainement, je vous remercie pour aborder cette question importante, car parfois on a tendance à minimiser l'importance des échanges culturels entre les nations et les peuples. Et par contre, ces échanges-là, certainement représentent un fondement nécessaire ainsi qu'important pour la solidité des relations bilatérales, soit dans les domaines politiques ou dans les domaines commerciaux et économiques et investissement. Et je crois que nous avons besoin, parlant de la Corée du Sud et de l'Asie, de l'Asie tout entière, j'aimerais souligner, nous avons un grand besoin pour promouvoir les échanges culturels et littéraires entre l'Égypte et ces civilisations-là. C'est comme vous venez de le préciser, chère madame, et certainement les peuples de l'Asie considèrent l'Égypte comme le berceau un berceau de la civilisation humaine. Et les Japonais, les Chinois, les Sud-Coréens représentent un marché prometteur. Pour vous donner un exemple, le secteur du tourisme en Égypte. Alors, nous avons un besoin vraiment pour la promotion de ces échanges-là.
car l'approfondissement de la coopération dans les domaines culturels et littéraires peuvent toujours donner un grand élan aux relations bilatérales dans le domaine politique ainsi que dans le domaine économique. Monsieur l'ambassadeur, le fait d'incorporer à la tournée les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite au préalable avant de venir ici en Égypte, quel est l'intérêt d'effectuer ces visites avant l'arrivée ici en Égypte? De point de vue sud-coréen, il me semble que les Sud-Coréens veulent accroître, augmenter leur quote-part, si je peux utiliser ce terme, dans le développement et dans le potentiel économique futur du Golfe et du Proche-Orient et l'Afrique du Nord. D'un autre côté, les relations entre la Corée du Sud et le monde arabe s'accentuent sur l'Égypte et l'Arabie saoudite principalement. Peut-être qu'il y a aujourd'hui une autre vision de la part des Sud-Coréens qui veulent s'ouvrir sur l'ensemble du monde arabe et plus particulièrement le Moyen-Orient et le péninsule arabe. Et pour arriver à ce but-là, certainement l'apport de l'Arabie saoudite et de l'Égypte devient vraiment important du point de vue de ces pouvoirs non arabes, non islamiques, qui veulent approfondir et promouvoir leurs relations avec le monde arabe. Monsieur l'ambassadeur, bien entendu, merci d'avoir appuyé donc cette requête d'animer et de redynamiser cet échange culturel, de se faire connaître en Corée du Sud en tant que grand écrivain égyptien, dépositaire d'une culture et civilisation millénaire telle que M. Naguib Mahfouz, ou présenter ici à la foire du livre un Hwang Sok-young, par exemple, qui est un des pionniers et un des symboles de la littérature sud-coréenne. Je parlerai plutôt cette fois-ci sur un aspect peut-être qu'on ne connaît pas aussi de cette Corée du Sud, qui serait la puissance, quoique il y a eu des problématiques importantes dans la vie de ce peuple, et pourtant il a relevé le défi sur le plan économique et sur le plan également, je dirais pas sociétal, mais je dirais qui présente un modèle de réussite. Un des points d'attache de la réussite de l'expérience sud-coréenne, sans parler bien sûr de l'économie, serait de pouvoir capituler ou pouvoir amoindrir le risque de l'explosion démographique. Comment, à ce titre, nous, donc la priorité égyptienne serait de pouvoir contrôler les naissances au profit de l'économie égyptienne. Comment peut-on profiter de cette expérience et quelle serait un petit peu cette expérience, justement ce modèle qui a su maîtriser les naissances sur le plan de l'explosion démographique? La question démographique, c'est d'abord une question, madame, culturelle, et il a un aspect religieux si on parle des défis démographiques en Égypte. Et c'est quelque chose dans la pensée du peuple égyptien, ses traditions, comment il voit l'avenir, comment il voit le présent. Et je doute si on peut, madame, bénéficier des expériences d'autres pays dans ce domaine-là, parce que les différences entre les pays sont plutôt grandes. D'un autre côté, l'expérience de la Corée du Sud, dans le développement économique, certainement c'est une expérience à étudier, et
je ne dirais pas à émuler, mais c'est le travail, la discipline, voilà les deux clés qui pourraient expliquer les avancées de la Corée du Sud. Je me souviens que dans les années 60, l'Égypte était plus avancée que la Corée du Sud. Nous étions un pays plus développé de la Corée du Sud, mais les temps ont changé et maintenant on parle d'emprunter, si vous me permettez d'utiliser ce terme, d'emprunter l'expérience sud-coréenne dans le domaine du développement économique. Mais tout dépend de la volonté des Égyptiennes et des Égyptiens d'aller à l'avant, de travailler jour et nuit pour vraiment parvenir à un état de développement économique plus avancé qu'aujourd'hui. Moi, je pense que l'Égypte actuellement fait de tout son mieux pour augmenter le niveau de vie des Égyptiens, mais l'État seulement, le gouvernement seulement, de son côté, ne pourrait pas promouvoir le potentiel du développement durable en Égypte. C'est une coopération, étroite coopération entre le gouvernement et le peuple. Et restant optimiste que dans le contexte de développement durable, la vision 2030, et certainement nous sommes 2022, alors on parle de 8 ans, alors dans ce temps-là, l'Égypte parviendra à un développement durable qui va bénéficier au peuple égyptien et qui va mettre l'Égypte dans une catégorie de pays, pas le pays en développement, mais un pays développé. Espérons, madame, mais tout dépend du peuple. Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'on pourrait dire que nous avons juste une seconde parce que nous devons clôturer. Est-ce que on pourrait dire que la Corée du Sud pourrait être le portail du Proche-Orient vers l'Asie de l'Est, chose qui pourrait promettre davantage de coopération avec les pays de l'Asie de l'Est? Non, du point de vue égyptien, madame, et politique étrangère égyptienne, nous avons des relations étroites avec, pas seulement la Corée du Sud, avec la Chine, avec le Japon, et aussi le président a visité le Vietnam. C'était la première visite d'un président égyptien au Vietnam. Alors, je crois que l'Égypte est ouverte à coopérer et à toujours coopérer avec ces puissances-là. Effectivement. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hassan Hariri, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Merci infiniment d'avoir été parmi nous avec cet enrichissement habituel chez lui. Alors, pour clôturer, tu sais, j'ai été frappée par une nomination de ce grand pays, justement, c'est une occasion de connaître l'autre. C'est le pays du soleil calme. Et pourtant, par exemple, pour le Japon, c'est le pays du soleil levant, et autre, lui, c'est le pays du soleil calme, de la matinée calme. Et c'est quand même, je pense qu'on peut faire l'effort de se rapprocher, justement, comme avait dit Monsieur l'ambassadeur, par le biais de la culture. Ça me fait penser à Thaïlande. Thaïlande veut dire le pays ou la terre du sourire. Alors, effectivement, en Asie, il y a toujours des concepts philosophiques qui donnent de l'énergie positive. Reste à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter une excellente fin de journée en dépit du mauvais temps. À la prochaine.